Presque à l'heure. Et nous allons commencer, si chacun peut prendre place, par l'appel. Cathy Nicolaou. Présente. Éric Marchand est malade, nous a informé tout à l'heure. Il a donné pouvoir à Monique Gatier. Marie-Claire Tellier. Présente. Gauthier Jiménez. Présent. Françoise André. Présent. Métine Albérac. Doit arriver. Monique Gatier. Patrick Cailleux. Roger Vernet. Véronique Paco. Gilbert Darroux. Jean-Louis Cormier. Alain Dichand est excusé à donner pouvoir à Cathy Nicolaou. Didier Devoucou. Francette Gibels. Stéphane Fabre a donné pouvoir à Céline Goudier-Posva. Sarah Pignolet de Fresnes. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier. Anaïs Pelu. Marge Van Veen a donné pouvoir à Jean-Louis Cormier. Yann Barrou a donné pouvoir à Françoise André. Vincent Vautrin. Jean-Louis Guillon. Bérangère Graillot m'a donné pouvoir. Simon Jacquemin a donné pouvoir à Vincent Vautrin. Catherine Leflon. Non. Florence Fontaine. Non. Frédéric Brochot. Angéline Gorini. Non. Mickaël Guigeot. Et Anatole Sago a donné pouvoir à Frédéric Brochot. Merci. Le quorum est atteint. Je vous propose de signer la feuille d'émargement qui circule. Et nous allons donc commencer. Oui, Mickaël, parle avec le micro. Ah, il faut l'allumer. Hop, avec le micro. Mickaël. Frédéric Brochot, pour sa part, et moi-même, on a des interventions à faire en ce dernier conseil municipal, en termes de un petit peu question d'actualité, ou on va dire moment d'échange. Chers collègues, chères Authunoises, chers Authunois, pendant ces 6 dernières années, nous avons su travailler dans un climat apaisé au sein du conseil municipal, avec un seul objectif en tête, l'intérêt des Authunois. Tout au long de cette période, j'ai eu le privilège de défendre avec conviction les sujets qui me tenaient à cœur. Chaque débat, chaque échange a été une occasion d'apprendre et de progresser. J'ai également renforcé mes connaissances sur les richesses et les complexités de l'âme humaine, tant dans ses dimensions lumineuses que sombres. Ce parcours m'a profondément marqué et a renforcé ma conviction de défendre et d'aimer notre ville. Je suis fier d'avoir consacré mon temps à notre belle ville et d'avoir contribué à représenter une vision d'Autun au sein de cette assemblée. À ceux et celles qui prendront la relève au printemps prochain, je souhaite transmettre quelques conseils précieux. Agissez avec respect, impartialité, sérieux, bienveillance, apaisement, dignité, courage et ambition. Cultivez ces valeurs avec cœur, car elles sont bien plus que de simples mots. Ce sont des principes fondamentaux qui constitueront des bases solides pour rendre notre belle ville plus forte face à un climat parfois crasseux qui dessert Autun. Comme le symbolise notre blason, le lion reste toujours debout, fier et résilient. Que cela soit un rappel constant pour nous tous et d'avancer, quelles que soient les épreuves. Pour les années à venir, je m'engage à mettre toute mon énergie au service d'un autre projet qui me tient à cœur, toujours au bénéfice du territoire. La vie est, je l'espère, encore longue et pleine de promesses. Alors ce n'était peut-être qu'un au revoir à cette assemblée, à laquelle j'étais fier d'appartenir pendant 6 ans. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et votre soutien tout au long de ce mandat. Je souhaite à Autun et aux Authunois un avenir radieux. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Déjà, je remercie l'ensemble des services de la ville pour le travail et quand on a eu besoin des informations qui nous sont parvenues. La proximité aussi, les échanges que l'on a eus et les directeurs, et là je salue le directeur des services avec qui j'ai eu, et Mickaël, je pense, se joint également à moi, un réel plaisir de travailler avec vous, monsieur le directeur des services. Ce conseil municipal marque la fin d'un mandat durant lequel, depuis les bancs de l'opposition, nous avons exercé notre rôle avec constance, sérieux et le sens des responsabilités. Être dans l'opposition, ce n'est pas s'opposer systématique, c'est pas tout le temps évident non plus d'être dans l'opposition, c'est questionner, alerter,
parfois s'opposer, mais aussi proposer lorsque cela était possible, toujours dans l'intérêt des Authunoises et des Authunois. Au fil de ces années, nous avons défendu un certain idée d'Autun, une ville attentive à ses habitants, une ville qui protège ses services publics, valorise ses quartiers et prépare l'avenir sans renoncer à l'écoute ni au dialogue. Ce mandat s'achève cependant dans un contexte particulier, même au niveau national. Depuis quelque temps, le débat public à Autun s'est tendu, parfois jusqu'à se dégrader, y compris en dehors de cette assemblée. Rumeurs, approximations, informations inexactes, ce climat n'est bénéfique pour personne. Je crois profondément que la démocratie locale mérite mieux. Elle suppose le respect des faits, des personnes et la capacité à accepter le désaccord sans le transformer en conflit permanent. Pour ma part, je continuerai à m'exprimer avec la même ligne, de la fermeté sur les convictions, de la clarté dans mes positions et du respect dans la forme. Autun a besoin de retrouver de la sérénité dans un débat municipal apaisé mais exigeant, à la hauteur des enjeux qui attendent notre ville et de la confiance que nous accordent nos concitoyens. C'est dans cet esprit que nous avons exercé notre mandat d'opposition. C'est dans cet esprit que nous entendons continuer à prendre toute notre part au débat local. Je vous remercie toutes et tous. Merci, vous m'enlevez des mots de la bouche que j'avais réservés pour la conclusion, mais vous préjugez déjà de la bonne tenue de ce conseil municipal. Et je n'ai aucun doute effectivement que nous aurons, comme nous en avons eu l'habitude, des débats éclairés et apaisés. Je remercie et j'associe à ces remerciements les services qui ont une nouvelle fois préparé ce conseil. Je salue également la méthode que nous avons eue, c'est-à-dire de discuter entre nous, de pouvoir retirer des délibérations quand il y avait des vraies discussions, de pouvoir les reproposer. J'espère de n'être jamais passé en force, même si on a eu des votes pour, des votes contre, mais d'avoir essayé au maximum de trouver un consensus sur les grandes affaires municipales. Je remercie également la vigilance du groupe d'opposition, du groupe minoritaire, du conseiller municipal indépendant, lorsque nous avons eu à prendre des décisions concernant notre direction générale des services. Et vous aviez souligné à ce moment-là des impératifs de changement et de décision que nous avons suivis. Et je m'associe effectivement désormais aussi à vous pour dire que notre directeur général des services actuels et ce conseil municipal le montre, a permis de retrouver un fonctionnement nominal de nos instances et puis évidemment partager ce qui est un fléau national, c'est-à-dire le débat ou le pseudo-débat public qui peut se dérouler sur des réseaux sociaux à base de comptes anonymes, d'invectives, de diffamations. La mairie a systématiquement porté plainte lorsqu'il y avait, et c'était régulier, des accusations diffamatoires. Il y a des suites judiciaires qui sont en cours. Il appartient au procureur de communiquer sur ce sujet. Mais je crois que le président de la République a, victime lui-même ou sa compagne de campagne de calomnie similaire, désormais compris comme d'autres responsables politiques la difficulté de concilier des débats rationnels avec un fonctionnement de certains réseaux sociaux extrêmement conflictuels. Et donc ça peut être inquiétant sur la poursuite de l'exercice des mandats locaux, même si la nouvelle loi qui a été adoptée doit permettre normalement de mieux s'engager ou de plus s'engager ou à plus de personnes de s'engager. Mais si s'engager, c'est effectivement être diffamé sur les réseaux, on n'aura pas forcément beaucoup de candidats. Ou par courrier, ou par lettre anonyme, etc. Il n'y a pas que les réseaux sociaux virtuels, il y a des réseaux sociaux réels qui font aussi beaucoup de mal. En tout cas, j'espère, effectivement, quelles que soient les équipes qui nous succéderont, qu'ils puissent avoir au moins
sur cette enceinte du conseil municipal, la même qualité de débat, même qualité d'écoute et de travail en amont. On peut toujours améliorer certaines choses. On avait revu le règlement du conseil municipal au début, on l'a revu 2 fois. On a maintenant la diffusion en direct du conseil municipal qui permet aussi à des personnes de s'informer, parfois aussi à la presse de suivre en différé ou en direct. Et on a probablement encore à s'améliorer. La loi et l'exercice, le renforcement de l'exercice et de la protection des élus locaux qui vient d'être adopté doit aussi nous y inciter. Merci pour ces mots. Et donc, je vous propose de commencer le conseil municipal avec le compte-rendu des actes accomplis. Alors, Francette Gibel, ça a été désigné pour volontaire pour tenir le compte-rendu des actes accomplis ou nous le lire, mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Elle peut soit le faire s'il y a une demande de lecture intégrale, soit passer, puisque nous avons plus de 40 points. Est-ce qu'il y a des demandes, est-ce qu'il y a des questions sur les actes accomplis? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en prendre acte et de dispenser Francette de la lecture exhaustive. Merci. Le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 novembre, et là c'était une amélioration de nos conseils municipaux, puisque au début on était parfois à présenter le procès-verbal du Conseil d'avant ou de celui d'avant. On est désormais depuis plusieurs exercices maintenant parfaitement à jour des procès-verbaux du Conseil municipal, et c'est un exercice long et fastidieux pour être précis et rigoureux que mènent nos services municipaux. Est-ce qu'il y a sur le compte-rendu du dernier conseil municipal des observations? S'il n'y a pas d'observation, je vous propose de l'approuver. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Jean-Louis Guillon nous parle maintenant de l'avis du conseil municipal sur les jours retenus au titre de la dérogation municipale au principe du repos dominical. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, considérant que la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a fixé à 12 dimanches par an à partir du 1er janvier 2016 le nombre maximum de jours dérogatoires au repos dominical, considérant que lorsque le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de la ville et de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Considérant que, suite à différentes demandes d'organisations professionnelles et après avoir recueilli les propositions des regroupements de commerçants, il est proposé de retenir les dimanches suivants: les 5 et 26 juillet 2026, les 16 et 30 août 2026, le 11 octobre 2026, les 15, 22 et 29 novembre 2026, le 6, le 13, le 20 et le 27 décembre 2026. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'émettre un avis favorable sur les dates retenues. Merci. Merci Jean-Louis. Nous avons délibéré sur ces dates lors du conseil communautaire et elles sont élaborées en concertation, comme l'a dit Jean-Louis Guillon, avec les commerces. Y a-t-il des questions sur cette dérogation au principe du repos dominical? Pas de questions, je propose de passer au vote. C'est les oppositions, les abstentions, l'unanimité, je vous remercie. Le marché public, l'avenant numéro 1 au marché public de performance énergétique. Françoise André, en groupement de commande. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Considérant que le marché de performance énergétique des installations CVC a été réalisé en groupement de commandes réunissant la ville d'Autun, la communauté de communes Grand Autunois-Morvan, le centre intercommunal d'action sociale et le centre hospitalier d'Autun, considérant que la ville d'Autun est le coordonnateur du groupement de commandes, considérant que ce marché a été confié à l'entreprise Dalkia et a pris effet au 1er juillet 2024, considérant qu'il apparaît nécessaire d'apporter des éclaircissements à la DPGF sur les sites du Cellier des Arts et de l'école du Parc, pour lesquels il est stipulé une situation de référence, alors que ces sites sont en type de contrat combustible et prestations CP, et non en combustible. Prestations et intéressement CPI, ainsi qu'à l'école Victor Hugo, où il est précisé une consommation d'eau chaude sanitaire
ECS de référence, alors que cette production n'est pas collective. Considérant qu'il apparaît nécessaire de modifier certaines prestations d'entretien P2 sur certains sites, notamment au centre Valmy, où la production d'eau chaude sanitaire ECS est réalisée par résistance électrique, à la DSTA, où les prestations d'entretien d'un caisson de VMC sont supprimées en raison de son inaccessibilité, je vais y arriver, au centre social Saint-Jean, où les prestations d'analyse légionnelle sont affinées en raison de l'absence de douche, au centre hospitalier, où les contrôles des BAES, armoires électriques et analyse légionnelle, sont réalisés par un autre prestataire. Considérant qu'il apparaît nécessaire de modifier l'intéressement de la halle d'Alencourt en raison de son utilisation pour la base vie du chantier du panoptique et de séparer les engagements de consommation NB de l'hôtel de ville et du théâtre municipal qui bénéficient d'un échangeur primaire commun mais avec 2 compteurs d'énergie séparés. Considérant qu'il apparaît nécessaire de modifier la fréquence de facturation du terme P1-7 correspondant au CEE de mensuel à semestriel afin d'être en phase avec la fréquence de facturation semestrielle. Considérant que le prix de la molécule gaz a été fixé à 5 ans ou 2 ans en fonction des différents sites afin de garantir une stabilité tarifaire et qu'il apparaît nécessaire d'acter le prix du gaz naturel suite au blocage réalisé par Dalkia à la fin du mois de juillet 2024. Article 1er. Autoriser la signature de l'avenant numéro 1 au marché de performance énergétique des installations CVC du groupement de commandes réunissant la ville d'Autun, l'ACC GAM, le centre CIAS et le centre hospitalier, avec pour coordonnateur la ville d'Autun. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, comme nous sommes coordinateurs du groupement, nous délibérons sur les demandes à la fois de l'hôpital, du CIAS et de la ville. Donc, comme vous l'avez constaté, des précisions, rectifications, corrections par rapport à ce marché de performance énergétique qui est attribué à Dalkia Groupe EDF et qui nous permet effectivement de piloter efficacement nos bâtiments municipaux, les bâtiments publics, la plupart des bâtiments publics du territoire de la ville d'Autun. En tout cas, sur cet avenant au marché public, avenant numéro 1 au marché public de performance énergétique, y a-t-il des questions? Véronique Paco. Oui, simplement à titre d'information, Monsieur le maire, est-ce que l'on peut déjà avoir quelques informations, quelques chiffres sur les économies générées par le blocage tarifaire sur 2 ou 5 ans selon les sites? Est-ce que vous avez pu, est-ce que les services ont pu regarder cela et est-ce qu'on peut avoir ce niveau d'information? Alors, sur le blocage tarifaire, c'est un choix qui est proposé par Dalkia et auquel nous avons souscrit d'être sur un prix fixe de la molécule. Donc, ça évite la variabilité du prix et on n'a pas à date encore d'économie potentielle ou de surcoût potentiel. C'est un choix qui est proposé par le prestataire pour pouvoir bloquer les prix, avoir une certaine prévisibilité par rapport à l'extrême variabilité du prix du gaz. Donc on s'en remet à leur appréciation. Donc ça n'a pas vocation normalement, si on le fait, ça a plutôt vocation à nous donner des économies si on imagine que le prix du gaz augmente. Mais on est surtout sur la stabilité tarifaire telle qu'elle a été actée et donc le blocage par rapport à juillet 24. Entre juillet 24 et, puisque c'est 2 ou 5 ans, et aujourd'hui, prix du gaz de la molécule, est-ce que le prix a augmenté ou pas sur un an? Sur un an, le prix est stable. Tel que je le vois là d'une recherche rapide. Donc je pense qu'il n'y a pas eu énormément de différence sur
1 an. Je ne sais pas si Marion Fonck a des... Ce sera dans le rapport annuel du délégataire et le rapport annuel aussi du marché. M. Dalkia est à la fois notre délégataire de chauffage urbain et l'attributaire du marché de performance énergétique. Sur 1 an, on est sur une stabilité de la molécule. Vous avez pu regarder, Marion ? Je regarde, je vérifie tout de suite. Donc on serait à moins 0,46 sur 1 an. Donc on est vraiment dans la stabilité. Moins 0,46% sur 1 an. Voilà. Donc je pense que la stratégie de Dalkia est raisonnable de se couvrir contre les hausses. Et ensuite, on a une certaine prévisibilité pour la suite. Je regarde l'évolution du prix du gaz naturel, puisque ça a fortement varié en intra-année, en infra-annuel. On a eu de 76 € le mégawattheure à, alors ça dépend comment on calcule, mais à 97 €. Donc ça fluctue énormément. Et sur 1 an, voilà, sur 1 an, on est sur une stabilité si on prend d'année à année. Mais à l'intérieur de l'année, on peut avoir des très fortes fluctuations. On en a connu des très 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 fortes, évidemment, au moment de la pénurie de gaz et de la guerre en Ukraine en 22. Et là, sur l'année, on est en stabilité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Classement de l'allée Marcel Pep dans le domaine public, Vincent Vautrin. Alors, allumez vos micros, voilà. Testez vos micros avant de prendre la parole, ceux qui n'ont pas encore pris la parole, pour éviter... Voilà, c'est bon. Très bien. Vincent Vautrin, pour l'allée Marcel Pep. Considérant que l'allée Marcel Pep faisait initialement partie de la parcelle cadastrée BO12 qui a fait l'objet d'un découpage cadastral suite à la vente d'une partie de cette dernière. Considérant la nécessité d'intégrer l'allée Marcel Pep au domaine public de la collectivité à la suite de ce découpage cadastral. Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont en aucun cas remis en cause. Considérant que cette emprise foncière est affectée à l'usage du public, assurant un passage piéton entre la route de Beaune et la rue du Parc de Dremont. Considérant que le classement dans le domaine public est dispensé d'enquête publique, l'opération n'ayant pas pour effet de modifier les conditions de desserte ou de circulation assurées par l'allée Marcel Pep. Il est proposé au conseiller municipal, article unique, d'approuver le classement dans le domaine public de la commune de l'allée Marcel Pep correspondant à la parcelle cadastrée 467 BO 237 d'une superficie de 10 arts et 95 centiares, conformément au plan annexé à la présente délibération. Merci beaucoup. Voilà, nous avions vendu une parcelle à Lacagne, Monsieur Lacagne qui est agriculteur, et dans cette parcelle qu'il louait, il y avait comme vous le voyez, une partie de chemin et une petite partie à conserver par la commune d'espace vert. Et donc le chemin en tant que tel est ce qu'il aurait dû être depuis le départ, classé dans le domaine public de la commune, ce qui est une régularisation de l'existant. Sur ce classement dans le domaine public, y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Françoise, sur les représentants d'associations locales pour la commission consultative des services publics locaux. Alors, considérant que les membres représentatifs d'associations locales doivent être désignés pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux, considérant que la commission est composée des membres suivants. Madame Françoise Bussy-Trombert, Autun-Morvan Écologie, Monsieur Didier Souron, coordinateur des amicales CNL de l'Autunois, Monsieur Ilidio Loureau, syndicat Force ouvrière, Union locale d'Autun. Considérant qu'un membre de la commission a démissionné et qu'il convient de nommer un remplaçant, considérant que Monsieur Jean Mailloux a émis sa candidature afin de représenter l'Union fédérale des consommateurs de Saône-et-Loire, il est proposé au conseil municipal, article unique, de désigner comme membre de la commission consultative des services publics locaux M. Jean Mailloux, Union fédérale des consommateurs de Saône-et-Loire.
Merci beaucoup. Donc, on garde la même composition, simplement l'UFC 71 nous signale qu'elle souhaite changer de représentant. Monsieur Mailloux, remplaçant Monsieur Joas. Sur cette modification de la composition, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et Francette Gibels nous parle du don d'organes. Bonsoir. Donc en fait, cette idée est venue à partir de mars 2025 à l'occasion d'une présentation par Borderline Coaching et puis ensuite Dany Vanier. Et donc, on a trouvé que c'était fondamental pour Autun de s'engager dans cette action. Et nous avons donc finalisé le dossier avec un but pour l'organe. Donc le don d'organes est symbolisé par un ruban vert et il est vraiment, c'est vraiment un acte de générosité et de fraternité. Et la pose de panneaux à l'entrée de la ville donc proposera à tous une réflexion justement sur ce don de vie. Donc, pardon. Oui, est-ce que tu peux éventuellement rappeler, c'est peut-être l'occasion, ce qui est en annexe, c'est-à-dire la règle pour le don d'organes, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le don d'organes? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pense que maintenant est donneur un peu n'importe qui, à moins de s'y opposer, alors qu'avant c'était l'inverse, il fallait s'inscrire pour donner ses organes. Voilà. Mais bon, je pense que le plus de gens seront intéressés par les associations de ce type et puis permettront cette réflexion, et le plus on aura de gens qui ne s'opposeront pas justement à ce don d'organes. Merci. Je vais peut-être lire le truc maintenant. Voilà, et puis effectivement avec des associations comme Un but pour l'organe qui militent pour le don d'organes chez les enfants et d'autres, les associations départementales sur ce sujet, il est important de rejoindre ce réseau de villes ambassadrices qui font de la promotion, interviennent dans les établissements scolaires, éventuellement aussi le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes, peuvent aussi diffuser la communication qui est élaborée par l'association Greffe Plus, Unie pour le don d'organes, dans les bulletins municipaux, dans la presse locale, dans les médias. Il y a une application également pour le don d'organes qui est disponible sur téléphone portable. Et de la même manière, le collectif Greffe Plus s'engage aussi à apporter son aide, à la fois en termes d'outils de communication et de mobilisation de bénévoles. Sur cette charte ville ambassadrice du don d'organes, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'ai pas lu vas-y. la délibération. Vas-y. Je voulais faire court pour pas... Vas-y, Française. Ouais. Oui. Alors, considérant que le don d'organes est issu d'un acte de grande solidarité, qu'en dépit des efforts des professionnels de santé et des associations engagées, le nombre de greffes effectuées chaque année demeure insuffisant, considérant qu'en devenant ville ambassadrice du don d'organes, la ville d'Autun s'engage à sensibiliser et à promouvoir activement le don d'organes auprès des habitants de la commune, considérant qu'en signant cette charte, la ville s'engage à la mise en place d'actions de sensibilisation comme indiqué dans la charte jointe, notamment par l'installation possible de panneaux ville ambassadrice du don d'organes. Aux principales entrées de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la charte ville ambassadrice du don d'organes ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Francette d'avoir suggéré et de porter avec l'ensemble du conseil municipal cette cause importante. S'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, je vous propose de l'adopter à l'unanimité. Adopté. Et nous en venons aux affaires sportives. Sur les affaires sportives, Éric Marchand souhaitait vraiment, en tant que figure du CSA et du basket autunois, vous faire part de cette délibération. Il est souffrant et il m'a demandé de la rapporter. Il s'agit donc, c'est le rapport 8, de la dénomination d'un espace public. Cet espace public, c'est la salle du gymnase de l'Arquebuse. Considérant l'intérêt de la commune à identifier parfaitement chaque voie et site marquant, considérant qu'une salle en étage, auparavant à usage unique du clubhouse, a été dernièrement rénovée pour accueillir également le siège de l'Office municipal des sports d'Autun, avec une salle de réunion, et que cet espace n'est actuellement pas précisément dénommé et identifié. Considérant que la commune souhaite rendre hommage et donner une visibilité publique à M. François Marcelin, personnalité emblématique du milieu sportif, associatif, entrepreneurial
de la vie journalistique et politique de la commune. Et nous remercions donc les enfants de François Marcellin d'avoir donné leur accord dans un premier temps et puis d'être parmi nous ce soir. Et nous aurons dans quelques semaines l'occasion de rendre visible cette dénomination, si vous en êtes d'accord, par la pose d'une plaque. En effet, François Marcellin, qui est né à Autun en 1930, s'est éteint dans notre ville en 2023, à l'âge de 93 ans. Acteur et témoin majeur de l'histoire autunoise de ces dernières décennies, il laisse un héritage humain et immatériel de première importance. Tout d'abord propriétaire et dirigeant de l'imprimerie éponyme, située rue du Vieux-Collège, et patron de presse, son entreprise concevait, éditait et imprimait sur la rotative de son imprimerie les titres bi-hebdomadaires La Gazette, puis l'Indépendant du Morvan, qui ont relaté tous les événements et sujets associatifs, politiques, économiques, sportifs et culturels de la vie locale pendant des dizaines d'années. Rédacteur de talent, doté d'une plume et d'un sens affirmé de la profession journalistique, il savait également s'entourer de personnes ressources pour illustrer et recueillir la matière nécessaire au contenu des publications au plus proche des habitants et des acteurs de tout le territoire. Il savait finement apporter à la fois l'esprit juste et critique au service de l'information, tout en étant un infatigable ambassadeur convaincu et passionné de sa ville. Entrepreneur charismatique, écouté et fédérateur, son implication s'est aussi traduite dans la vie associative locale, dans laquelle il aura assumé de multiples responsabilités. Président du CS Autun Basket durant les années 70, il fut aussi président de la Foire du Meuble durant plusieurs décennies et président d'honneur. Événement commercial et d'animation phare de chaque rentrée, organisé conjointement entre les trois clubs du CSA, du Tennis Club et de la Vaillante, dans la salle de l'Arquebuse et dans les terrains y attenants, la Foire du Meuble était reconnue dans toute la région pour être un lieu d'affaires important pour nos artisans et nos entreprises. C'est aussi un lieu de promotion pour Autun et son territoire sur lequel se sont pressées de nombreuses personnalités du monde culturel, des vedettes de la radio, de la télévision, à la rencontre des visiteurs dans la plus grande convivialité. François Marcellin, par sa personnalité, son engagement professionnel et personnel, aura durablement marqué la commune d'Autun, notamment à travers ces années passées au gymnase de l'Arquebuse, dont il est proposé désormais qu'une salle porte symboliquement son nom. Considérant l'accord donné par la famille de M. François Marcellin et reçu par la mairie en date du 12 novembre 2025, il est proposé, article 1er, d'autoriser la dénomination de la salle François Marcellin au sein du gymnase de l'Arquebuse, et article 2, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation, probablement Éric Marchand, à signer tout document s'y rapportant. Chers collègues, y a-t-il des demandes d'intervention ou des questions sur cette dénomination ? Sinon, je vous propose de l'approuver à l'unanimité. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Et nous vous donnons rendez-vous. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Je salue d'ailleurs la qualité de la restauration, ou de la rénovation plutôt, de cette salle par nos services techniques. Ça fonctionne bien. Le club sportif, le CSA, a pu déjà faire des cérémonies de remerciement des sponsors. Je crois qu'il y a un Noël, mais ça va peut-être se passer en bas, qui est prévu. Donc c'est une salle qui vit grâce au club, grâce à l'OMS, et qui gardera à jamais le souvenir de François Marcellin. Merci de cette délibération. Affaires sportives, je poursuis sur un sujet sur lequel on a déjà délibéré, à savoir la demande de subvention dans le cadre du projet de création du nouveau skatepark et du plateau ludique. Nous avions délibéré le 23 juin 2025 avec le plan de financement, la demande de subvention, et il apparaît que l'accusé de réception a été reçu, évidemment, qu'il a permis de réaliser le projet, mais qu'en raison du retard de construction, non pas du skatepark, mais du budget de l'État, le skatepark est à peu près dans les temps, je crois qu'on n'est pas loin, j'ai vu que c'est quasiment fini, je crois que le bureau de contrôle est en train de passer, on va peut-être pouvoir l'ouvrir comme prévu pour les vacances de Noël, avec le plateau ludique pour le savoir rouler à vélo, roller hockey et home-ball, eh bien, l'Agence nationale du sport n'a pas été en mesure de mettre en œuvre son programme de subvention. Et donc, il y a une séance assez inédite de redépôt de dossier, et donc à l'identique. Et donc, il est proposé de redéposer à l'identique le même dossier en 2026 à l'Agence nationale du sport pour
eh bien, espérer cette fois percevoir, si cette année le budget est voté, ce qui n'est toujours pas le cas, sinon ce sera un sketch à répétition, percevoir le montant qui était sollicité de 110 142 € au titre du dispositif équipement sportif de proximité. Et article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document si rapportant. Et vous avez le dossier de subvention en annexe sur lequel nous avions déjà délibéré avec une subvention, elle, qui a été obtenue du CRBFC à hauteur de 20 000 € pour un projet global de 275 000 €. Sur cette nouvelle demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc, Eric me donnant aussi la possibilité de rapporter le rapport 10, je demande à Didier Devoucou, même si la loi vient de changer, qu'on n'est plus obligé de quitter la salle, mais on va être quand même prudent puisque les décrets d'application ne sont pas sortis, mais ce sera peut-être la dernière fois qu'on aura ce genre de balai, puisque les conseillers intéressés maintenant n'ont plus qu'à ne pas prendre part au vote et non plus la loi promulguée avant-hier à sortir. Mais par précaution, Didier Devoucou, président du club, va sortir de la salle pendant que nous délibérons. Ce qui est important, c'est de considérer également qu'il n'a ni pris part au vote, ni pris part à la préparation de cette convention. En effet, vu la délibération relative à la DM2 tout à l'heure, le règlement des subventions, la demande de subvention exceptionnelle de l'association et le projet de convention joint en annexe, considérant donc le nouvel exécutif de l'association Club sportif Autunois Basket, élu à l'Assemblée générale du 4 juillet 2025, avec comme président Didier Devoucou et son équipe, a sollicité à l'ouverture des comptes un soutien financier exceptionnel afin de pouvoir relancer l'activité du club dans de bonnes conditions et redynamiser l'image et la pratique du basket à Autun. Considérant que la ville, dans un souci constant d'apporter son soutien aux associations du territoire, a souhaité travailler, je remercie Marie-Claire Tellier et l'ensemble des services, pour apporter son aide à cette association. Conformément à notre règlement des subventions, une convention doit être formalisée pour toute subvention exceptionnelle supérieure ou égale à 5 000 €. L'aide financière exceptionnelle attribuée serait de 10 000 €, qui est inscrite à la décision modificative 2. Et il a été précisé que la ville d'Autun, ça va de soi, mais ça va mieux en l'écrivant, se réserve le droit de récupérer cette somme au fil de l'eau sur les exercices à venir par rapport aux sommes de subventions proposées par l'Office municipal des sports. Donc il est présenté en annexe la convention qui s'achèvera donc une fois les bilans présentés pour cette année. Il s'agit notamment de permettre au club d'envisager la mutualisation des ressources, une partie a déjà commencé, de dynamiser son activité, d'élargir le public visé, d'attirer ou de réattirer de nouveaux licenciés, de développer le basket à destination des scolaires dans le premier degré, le second degré via les ATS, développer le sport féminin, c'est déjà assez fortement le cas, former des éducateurs, un chantier encore à ouvrir, des arbitres, des dirigeants, surtout des dirigeants par l'intermédiaire de la Fédération française de basketball avec laquelle des liens sont très étroits, et puis développer l'école de basket. Il faudra évidemment fournir les documents nécessaires et il y aura un bilan. Le bureau d'association s'engage à utiliser le montant de cette subvention en fonction de ses objectifs. Et puis les dernières dispositions classiques sur ce type de convention. Chers collègues, nous avons été par le passé plusieurs fois appelés à délibérer pour soutenir ce club à une époque où le problème principal était la gestion d'une salle privée. Il faut reconnaître à la nouvelle équipe désormais d'avoir apuré les comptes. Elle n'aura plus à gérer les questions de salle puisque la salle est désormais municipale. Il y avait néanmoins des arriérés tellement importants qu'ils compromettaient l'avenir du club lui-même. Et donc, je fais le vœu collectif, je l'espère, que désormais, le club étant avec une structure solide dans une salle municipale, il n'aura plus d'arriérés vis-à-vis de la Fédération française, vis-à-vis des fournisseurs d'électricité, vis-à-vis de diverses amendes routières ou autres, ou factures impayées, et qu'il pourra
complètement se relancer avec confiance et une dynamique qui se réenclenche avec des sponsors qui reviennent et des dynamiques de mutualisation, surtout ce qui est toujours ce qu'on a pu souhaiter pour le basket sur le territoire qui comporte plusieurs clubs exemplaires et qui mérite, puisque Autun est une terre de basket, c'est Eric le dirait mieux que moi, de continuer à porter le plus haut possible et pour le maximum d'enfants et de pratiquants cette discipline. Voilà, chers collègues, la délibération proposant cette subvention exceptionnelle sur laquelle Marie-Claire Tellier et les services ont travaillé pendant plusieurs mois et qui est apparue, j'allais dire malheureusement, indispensable pour la poursuite de cette activité à la suite de l'Assemblée générale et du changement de présidence du 4 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions ? Frédéric Brochot. Oh la vache. C'est la fin du mandat, les micros sont fatigués. Oui, voilà. Non, sur le principe, il n'y a pas de souci à aider un club sportif du territoire, à le soutenir financièrement. Surtout qu'on sait ce que apporte un club service dans notre société. Déjà, c'est des bénévoles qui s'en occupent. Et puis, surtout, c'est un espace où les jeunes peuvent s'épanouir et puis surtout avoir un cadre. Donc, sur le principe, je ne suis pas opposé, mais sur quel bilan, sur quel point vous êtes basé pour apporter ce soutien financier du fait, bon, voilà, c'est un héritage qui arrive à la nouvelle équipe, je dirais, directive. Il aurait peut-être fallu aussi un audit un peu pour voir comment les années précédentes ont été gérées. Et puis surtout, voilà, est-ce que c'est sur un bilan que vous attribuez ce soutien ? Avant de laisser, merci pour cette question. Avant de laisser Marie-Claire répondre, je voudrais dire que c'est un club qui historiquement bénéficiait d'une forme de rente de la ville, puisqu'il y avait une subvention image de la ville qui était très importante, et qu'on a souhaité justement avoir plus d'équité et aussi une plus grande rigueur dans ses attributions en déléguant, il faut pas que je dise déléguant, en suggérant à l'OMS de centraliser toutes les demandes de subventions, en faisant dans un pot commun une nouvelle subvention visant à la valorisation de l'image du sport en Autun pour éviter qu'il y ait un club ou simplement deux clubs qui aient des subventions récurrentes très importantes. On était sur plus de 20 000 euros par an. Et donc, ces dernières années, le club a, il y a eu le Covid aussi, mais a eu des subventions qui étaient directement en lien avec son niveau de pratique, avec ce qu'il pouvait organiser ou pas à l'extérieur, et aussi en tant que gestionnaire de salle, 1 000 euros qui compensent évidemment pas les charges d'une salle de cette importance, mais qui étaient quand même attribuées. Donc on a depuis plusieurs années finalement accentué le contrôle sur la structure par des subventions attribuées de manière beaucoup plus fine qu'une subvention récurrente d'image de la ville. Ensuite, effectivement, et Marie-Claire Tellier va pouvoir le dire, il y a eu un travail le club était au bord de la disparition. Si Didier n'avait pas repris, le club c'était fini. Il restait très peu de licenciés, une quinzaine de licenciés, presque plus de bénévoles, et donc on était vraiment sur la fin du club. La relance du club et le pari de cette relance et le partenariat finalement de se dire allez, on repart avec ce club, on souffle sur les braises qui ne sont pas complètement éteintes, on l'a assumé, et ensuite quand l'équipe a mis bout à bout les choses qui restaient, Marie-Claire Tellier va parler du processus de travail que nous avons eu, on aboutit au résultat de ce soir. Marie-Claire, je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez ? Oui.
Donc, quand on a pris leur trésorerie, eh bien, de toute façon, il leur manquait déjà 5 000 euros pour déjà pallier à avoir une trésorerie, je dirais, à zéro, sans dette. Et quand on a donc, au départ, on avait dit on va donner juste une subvention qui, je dirais, leur permettait de repartir à zéro. Mais on a appris qu'il y avait des factures d'électricité qui étaient impayées depuis une certaine date, avec effet rétroactif. Donc on a dit, pour donner un souffle, pour essayer qu'ils repartent d'un bon pied, si je peux dire, hein, je le souhaite de tout cœur, on a donné une subvention plus importante. Je donnerai le montant tout à l'heure, ou je peux le donner. C'est 10 000, oui, c'est dans la libération. Voilà. Mais l'idée, c'est d'une part de ne pas éponger les dettes. On n'est pas là pour éponger les dettes d'une mauvaise gestion. C'est de pouvoir relancer une dynamique. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent avec les filles sur la mutualisation, sur le fait qu'ils ont triplé le nombre de jeunes, et de jeunes qui seraient probablement pas dans d'autres clubs sportifs sinon. Donc ça, c'est plutôt très positif. De ce fait, par voie de conséquence, on comble quand même les voilà. Et donc il y a à la fois le comblement, puis ce qui permet de relancer. Alors, on a accompagné aussi pour dire il ne doit pas y avoir de prime à des clubs qui gèrent mal, et il faut absolument, et on les a accompagnés là-dessus, qu'ils mobilisent les sponsors. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit une salle de sport, Intermarché, Leclerc, Pulsat, etc. Il y a eu un certain nombre de sponsors historiques qui sont revenus et qui permettent aussi de relancer la machine. Et c'était une condition sine qua non, c'est de dire ok, c'est un club historique et la ville va aider, et j'espère pour la dernière fois, mais il faut pas tout attendre de la mairie, et il faut aussi se bouger pour faire des événements et pour aller chercher des sponsors. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un peu plus de monde au match, la buvette redémarre, et donc voilà, c'est une dynamique globale qu'on essaie de relancer. Puis je crois qu'il faut redonner confiance aussi aux sponsors qu'il y avait, qui, au bout d'un moment, on dit non. On leur a dit à la trésorière et à la secrétaire, allez chercher des sponsors. Mais elles se sont fait un peu, je dirais, balancer quand elles y sont allées, parce que elles ont dit on a assez donné et maintenant on n'a pas de retour, on n'a rien du tout. Donc, mais enfin, elles sont reparties. On a réussi quand même, malgré tout, à avoir des sponsors, et on espère que cette association va repartir. Voilà, merci pour cette conclusion. Je pense que c'est en bonne voie que l'association reparte, et on le souhaite, c'est ça l'idée, quoi. Et puisse travailler avec les clubs autour pour porter le sport basket, et évidemment avec la fédération française, avec les structures départementales, de travailler aussi pour relancer des ATS, pour relancer du mini-basket, pour relancer tout ce qui peut permettre de développer le sport, et en centre-ville en plus, dans cette salle de l'Arquebuse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des... Oui, Frédéric Brochot. Non, ça marche plus. Oui, c'est bon. Non, juste, il va falloir être quand même, malheureusement, il va falloir être vigilant, plus que, on peut tous le dire, plus qu'on ne l'a été, tous, parce que ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses en apportant une subvention, je dirais, de mise à l'équilibre, quand même. Après, voilà, il faut se dire que oui, c'est une fois, mais pas deux, quoi. Absolument. Alors, il y a des choses qu'on pouvait pas... Il y a un contrôle qu'on fait, des bilans. Ensuite, si les bilans sont pas complètement sincères ou fidèles, ça devient assez compliqué. Personne, comme dirait l'autre, qui aurait pu imaginer qu'il n'y avait pas de contrat d'électricité ouvert depuis 7 ou 8 ans. La salle était allumée. Voilà, donc là, c'est finalement quand nous, on a repris possession de la salle et qu'on a voulu changer le contrat, et qu'on a contacté, je ne sais plus quel était le fournisseur, EDF, et qu'on nous a dit c'est pas un changement de contrat, c'est une création de contrat. Bon,
Voilà, c'est le genre de choses qui sont difficiles à détecter s'il y a ce type d'agissement qui font que les bilans et les comptes de résultats sont pas complètement et les demandes de subventions récurrentes sont pas complètement, on va dire, fidèles à la réalité pour être en termes euphémistiques, comme on dit, Madame la première adjointe. Je propose de passer au vote. S'il y a des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Et nous avons le plaisir, c'est Jean-Louis Cormier qui va nous en parler, de vous présenter, ou peut-être Jean-Louis Cormier, si tu veux, tu peux lire la délibération et on présentera notre nouvel enseignant de golf juste après. C'est avec un très grand plaisir que je souhaiterais le faire, mais je ne possède pas. Je ne possède pas le super papier, alors je peux rien. La création de tarifs d'enseignement. Et pendant ce temps-là, je propose à Damien Jaillard de se lever. Il est déjà très grand. Même assis, il est plus grand que le public. C'est notre nouvel enseignant de golf. Peut-être, si Vincent, tu peux allumer ton micro, vous présenter en quelques mots. Et puis, l'association du golf y tient beaucoup. Nous expliquer pourquoi il faut pratiquer le golf à tout âge et comment vous-même, vous allez pouvoir donner aux jeunes, aux moins jeunes, aux retraités, aux actifs, aux touristes, l'envie de golfer sur le golfe d'Autun. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Damien Jaillard, je suis donc le nouvel enseignant du golf d'Autun. Je suis arrivé au mois d'octobre, courant octobre, du coup, sur la structure, en tant qu'enseignant salarié à mi-temps. Donc une partie en salarié, une partie à mon compte. L'objectif, c'est de relancer tout ce qui est formule carte verte pour les débutants et éventuellement aussi relancer l'école de golf avec des futurs projets, pourquoi pas avec du golf scolaire. Refaire des partenariats avec des entreprises, refaire tout un tas de choses qui pourraient nous permettre de redynamiser, de relancer un petit peu l'activité golfique sur le golfe d'Autun. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même, votre parcours, d'où vous venez ? Alors du coup, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis plutôt issu d'une filière scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur avant de bifurquer sur l'enseignement. J'ai passé mon diplôme, alors j'ai un premier diplôme d'éducateur sportif, toute activité, tout public. Et j'ai passé mon diplôme d'enseignement du golf l'année dernière. J'ai été diplômé en juillet 2025 du coup. J'ai fait mon alternance au golf de Quetigny à côté de Dijon sur une plutôt grosse structure. Et voilà, qui va me permettre de mettre en place aussi éventuellement pas mal de choses avec une école de golf plus grande. On arrive à avoir beaucoup de compétences. J'ai la chance aussi d'être élu en comité de directeur de ligue, en Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, sur tout ce qui est commission jeune. Je suis délégué de commission jeune et responsable du golf universitaire. Donc j'ai tout un tas de clés, tout un tas d'outils dans ma caisse à outils pour essayer de développer l'activité, de faire revenir des nouveaux, notamment des jeunes. Mais pas que, c'est un sport qui s'adresse à tous les publics, jeunes ou moins jeunes. Donc là, j'essaie de mettre toutes ces compétences au service du golfe d'Autun. Merci beaucoup, et je crois que votre arrivée est unanimement appréciée. Par les golfeurs. Jean-Louis. Oui, alors donc, merci et puis bon séjour à Autun. Et considérant le recrutement de notre enseignant du golf à mi-temps et au golf municipal, considérant la nécessité de fixer à partir du 1er janvier 2026 des tarifs permettant de dynamiser les adhésions de nouveaux pratiquants au golf municipal de la ville d'Autun, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du tarif d'enseignement du golf municipal de la ville d'Autun, article 2, de décider de son application au 1er janvier 2026. Merci Jean-Louis. Et donc en annexe les tarifs. Séance découverte avant la carte verte 30 minutes, 10 €. Donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Et puis ensuite la carte verte avec des cours sur 10 mois, un peu plus cher. L'école de golf, cours collectif en semestre.
Et puis les stages d'école de golf pour les enfants de 8 ans, là aussi 10 € pour les enfants. La séance, ce sont des tarifs qui ont été évidemment vus avec l'association du golf d'Autun. Sur ces tarifs, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et on souhaite que Damien puisse effectivement faire chauffer la calculette du golf d'Autun avec de grosses rentrées, de nombreux pratiquants, des nouveaux apprenants dans la joie et la convivialité avec donc le bistrot du golf qui est également un délégataire de la ville sur ce golf municipal. Merci beaucoup. On salue d'ailleurs les agents, les greenkeepers, les agents d'entretien du golf qui jouent un rôle extrêmement important aussi pour l'attractivité du golf. La patinoire, on est toujours autour du lac, toujours un peu dans le sport et le divertissement, la détente. Cathy Nicolaou. Oui, ce sera effectivement la 3e année du 7 au 25 février 2026 que la ville d'Autun organisera la tenue de l'événement patinoire en étroite collaboration avec la communauté de communes à travers la mise à disposition du parc exposition de l'Uduin. Cette année, la ville d'Autun reprend également la régie de recettes et il convient donc d'approuver la grille tarifaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de mise à disposition jointe en annexe. Article 2, d'approuver les tarifs dont peut-être je peux me passer de la lecture, sauf si vous le souhaitez. Article 3, d'autoriser les modes de règlement carte bancaire, chèque, espèce. Article 4, de préciser que les crédits seront prévus au budget de l'exercice 2026. Article 5, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant au déroulement de cette manifestation. Merci beaucoup. Sur la patinoire, y a-t-il des questions? Pas de questions. Vous savez, depuis plusieurs années, c'est géré par la ville d'Autun dans les Duins. Je propose de passer au vote. C'était des oppositions, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Et nous allons passer à l'urbanisme. Françoise André va nous lire le rapport. Alors, je vais peut-être vous faire grâce de toutes les lois et délibérations de conseils communautaires depuis 2000. Considérons que le contenu des règlements graphiques et écrits ainsi que des OAP découle de la transcription réglementaire du PADD, considérant que ces pièces réglementaires qui seront opposables au tiers pour tout projet d'urbanisme public ou privé comprennent notamment des dispositions relatives aux conditions d'occupation et d'usage du sol selon les secteurs du territoire communautaire, complétées par divers périmètres et linéaires correspondant à des informations importantes ou à des règles spécifiques qui se superposent. Couloirs d'infrastructures bruyantes et de transport terrestre, zones humides, emplacements réservés, risques naturels ou miniers, linéaires commerciaux. Considérant cette traduction réglementaire du PADD dans le projet arrêté de PLUI, et en particulier les dispositions du plan de zonage, des OAP et du règlement d'urbanisme écrit s'appliquant sur le territoire communal d'Autun, étant précisé que les secteurs de la ville aujourd'hui gérés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV, ne sont pas concernés par ces dispositions. Cela étant exposé, monsieur le maire invite les membres du conseil municipal à exprimer leurs observations sur le PLUI et à débattre des choix réglementaires proposés dans les documents qui composent le PLUI. À l'issue de ces échanges, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'émettre un avis sur le projet de PLUI arrêté en conseil communautaire le 11 décembre 2025, article 2, de formuler des observations sur le projet de PLUI qui seront annexées. Article 3, de préciser que la délibération et son annexe seront transmises au Grand Autunois Morvan afin que l'avis de la commune soit intégré au dossier de PLUI soumis à enquête publique et que les observations du conseil municipal puissent être étudiées en temps voulu avant l'approbation finale du document d'urbanisme. Parallèlement à la consultation des communes, le Grand Autunois Morvan va également soumettre le projet de PLUI pour avis aux différentes personnes publiques associées à l'élaboration du document,
à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPENAF, et à l'autorité environnementale. Comme pour les communes, les avis de ces personnes publiques et services associés, commissions et autorités seront rendus dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine et en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, ces avis seront réputés favorables. La présente délibération et son annexe feront l'objet d'un affichage sur les tableaux ou autres supports prévus à cet effet durant une période d'1 mois. Merci beaucoup. J'ai un certain nombre d'observations, mais je propose aux conseillers, si certains ont des interventions, de les faire dans un premier temps. Véronique Paco. Un micro pour une rangée même. Non, simplement, juste 3 petites observations sur la trajectoire zéro artificialisation nette. En fait, la loi climat résilience donc, nous impose une réduction de 50% de la loi de consommation d'ici 2031. Mais est-ce que vous pourriez nous confirmer que le PLUI a bien respecté cette enveloppe foncière qui nous a été attribuée par le SRADET de Bourgogne? C'est la première observation. Sur l'articulation avec l'OPARU de centre-ville, en fait, je pense qu'il faut éviter une superposition de dispositifs, ou du moins la superposition de dispositifs nécessite une coordination rigoureuse. Mais ça, je n'ai aucun doute sur ce sujet, mais bon, le dire évitera toute contradiction réglementaire. Et sur les orientations d'aménagement et de programmation qui seront opposables aux tiers, il conviendrait que l'annexe d'observation que nous formulons aujourd'hui intègre la vigilance sur leur faisabilité opérationnelle, puisqu'en fait, notamment en termes de viabilisation, de capacité des réseaux et des choses qui sont bien précises. Je pense que ces aspects qui sont des aspects techniques pourraient être précisés avant l'enquête publique qui va s'ouvrir, pour éviter des questions en fait qui sont primordiales. Mais disons, ça pourra éviter certaines questions et permettra d'aller à l'essentiel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je peut-être, oui, Frédéric Brochot. Ouais, comme ça a été aussi débattu la semaine dernière en conseil communautaire, après, voilà, on est pour ou on est contre ou on peut... s'abstenir. Moi, ce que je retiens de ce PLU, c'est que c'est quand même assez restrictif. On a beau nous dire que c'est mieux de l'adopter et puis de rediscuter après. Je prendrai juste un exemple de ce qui se passe aussi un peu au niveau national. On nous dit que pour les accords du Mercosur, faut les accepter puis on va discuter après, mais une fois qu'on l'a un petit peu pris, c'est comme la CSG, c'est pareil. Donc je le trouve beaucoup trop restrictif et contraignant, pas tant aussi pour les communes, mais également pour nos concitoyens. Aujourd'hui, ça serait cadré par un plan et encore des directives, je dirais, nationales aussi. Et on aura, nous, les élus, je dirais, de territoire, plus trop d'avis à donner. Donc, en ce qui me concerne, sur ce PLU, je m'abstiendrai. Merci, merci de vos contributions. Effectivement, le débat au Conseil communautaire, c'était un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce qu'il est suffisamment bien pour qu'on l'adopte ou qu'on l'arrête, puisqu'il y a 1 an de travail, ou est-ce qu'il est suffisamment perfectible pour qu'on se dise qu'on l'adopte pas tout de suite et qu'on le
qu'on le repousse de quelques mois, étant donné aussi que la consultation publique avant la délibération du Conseil communautaire, comme l'a dit Jean-François Luce, est vraiment accélérée sur les derniers mois et qu'on a eu le zonage finalement qu'il y a à peine un mois. Et donc il y a eu un vote à bulletin secret, mais Françoise André avait donné la position qu'on défendait et qui est cohérente de s'abstenir pour ne pas bloquer l'ensemble des communes, mais néanmoins en adoptant une vision très prudente et j'allais dire réservée. Et c'est l'adjectif que je vous proposerai d'inscrire à ce moment-là dans la délibération, dans l'avis qu'on va transmettre à l'État et à la CCGAM, un avis réservé sur le PLUI, qui nous a amené, pour les conseillers communautaires présents, donc à s'abstenir, et qui nous amènera aussi à contribuer et puis à justifier ces fortes réserves. Effectivement, au titre de ces réserves, il y a le ZAN et la compatibilité avec le SRADET. J'y reviendrai, mais il n'est pas complètement étayé que la trajectoire imposée par les documents régionaux et également précisée par la loi zéro artificialisation nette soit complètement respectée. Et ça, j'en dirai un mot tout à l'heure. Sur les OAP, je note, et on le mettra dans l'annexe, la nécessité de préciser la faisabilité opérationnelle. Ce que je peux dire sur la ville d'Autun, puisqu'on a travaillé avec le cabinet, c'est que les deux OAP qui sont proposées, celle sur la gendarmerie, extension de gendarmerie, construction hôtelière, construction de terrains de padel, sont plus que faisables puisqu'on en est déjà au stade du permis de construire, et que l'OAP qui est en face du collège du Vallon, je ne sais pas si elle a un nom, l'OAP du Vallon, elle aussi a été travaillée en termes de densité et d'implantation des bâtiments pour, eh bien, comme c'est une dent creuse, correspondre aux documents du SCOT, au PADD et également à l'intégration paysagère ainsi que la trame bleue qui est réservée pour le ruisseau, la Caron, qui coule au pied de cette parcelle. Donc c'est tout à fait en effet des points d'attention. Quant à l'OPA-RU, l'OPA-RU concerne le périmètre intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur des remparts. Or, la plupart de ce périmètre n'est pas concerné par le PLUI puisqu'il est couvert actuellement ou il sera couvert demain par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et donc le PLUI a fait ce choix de ne pas concerner l'implantation actuelle et le périmètre futur du plan de sauvegarde et de mise en valeur, et donc de l'OPA-RU, modulo quelques rues du côté de Saint-Andoche qui ne sont pas forcément dans l'extension du PSMV et qui sont néanmoins intramuros. Mais on a bien pris en compte effectivement qu'il ne puisse pas y avoir de contradiction entre les règlements d'urbanisme qui seront votés par la communauté de communes et le futur règlement d'urbanisme de type PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui sera lui agréé par l'État. Voilà, l'OPA-RU étant, on en reparlera, légèrement différente puisque c'est aussi et d'abord des interventions financières et non pas de règlement d'urbanisme. Alors, je voulais compléter, chers collègues, vos observations sur 6 points rapides, mais qui nécessitent d'être énumérés et élaborés pour pouvoir figurer en annexe. Premièrement, et ce qui est peut-être le plus embêtant, parce que, je l'ai dit, cela fragilise juridiquement le PLUI. Si nous voulons un PLUI, et je crois que l'ensemble des élus sont plutôt favorables à un document à l'échelle intercommunale, il faut que ce document soit solide juridiquement et notamment que ces hypothèses ne le fragilisent pas en cas de recours devant le tribunal administratif. Or, les hypothèses démographiques qui découlent, comme il a été dit parfois, d'un consensus entre la réalité et le souhait exprimé précédemment dans les documents d'orientation qui étaient le SCOT et le PADD, c'est-à-dire de croire ou en forme de pensée magique, de se laisser croire que la population augmenterait de manière forte et automatique,
Évaluation qui a pu, à un moment, être suggérée par le retour des habitants des communes urbaines et des grandes villes à la terre et aux communes rurales ou aux petites villes post-Covid. Finalement, cet exode urbain ne s'est pas réalisé. Et en revanche, les grandes tendances se sont poursuivies, qui touchent maintenant l'ensemble du territoire, surcroît de décès par rapport aux naissances, et donc une stagnation, voire une contraction de notre population, malgré le fait que nous avons davantage de personnes qui arrivent que de personnes qui quittent le territoire, notamment grâce à notre foncier, notre cadre de vie et le caractère abordable de nos logements. Donc, par rapport à ces hypothèses démographiques qui sont proposées, le document est au mieux déjà un peu obsolète, au pire trop optimiste, ce qui le fragilise juridiquement. Et cela a pour conséquence, effectivement, de suggérer des zones d'urbanisation qui ne sont pas immédiatement nécessaires ni à la croissance de la population, ni à la décohabitation des ménages. À ce titre, j'ai cité lors du Conseil communautaire l'étude de l'INSEE en date du 27 novembre 2025, et donc il aurait été judicieux de prendre en compte dans le cadre du PLUI, et donc on aurait pu attendre 1 ou 2 mois et un prochain Conseil communautaire peut-être pour retravailler certaines hypothèses, qui s'appelle « Évolution du parc de logement en Bourgogne-Franche-Comté face aux mutations démographiques ». Et nous voyons que sur 2015-2021, le nombre de ménages a baissé de 0,4%, alors que le nombre de logements a augmenté de 6,5%, de manière donc supérieure à ce que la réduction de la taille des ménages nécessiterait, ce qui a conduit à une augmentation sur l'ensemble de la CCGAM de la vacance locative, avec le risque, comme je l'avais dit, d'une spirale, faible prix des loyers, désincitation des propriétaires à investir, augmentation du nombre, et on en reparlera tout à l'heure, de logements insalubres et de logements indécents, baisse du coût également de l'immobilier et du prix des loyers, augmentation du nombre de logements vacants, baisse de la pression locative, et donc, in fine, une spirale qui fait que nos logements, étant construits de manière trop importante, laissent derrière eux des biens vacants. En effet, 0,1% de croissance démographique par an, ça peut paraître peu, mais ça induit à l'échelle de la CCGAM une production que nous pensons superfétatoire de 105 logements par an, c'est-à-dire en 6 ans, 600 logements qui seraient autorisés à la construction, quand nous devons au contraire axer très fortement sur la rénovation et également potentiellement sur la reconstruction. Alors sur ces 105 logements, il y en a une partie qui sont justement de la remise sur le marché de logements anciens, mais il y a une partie de construction neuve qui est très très importante. C'est d'ailleurs ce que nous écrivent en filigrane et même explicitement dans le PLUI certains documents, puisqu'il est écrit que le PLUI n'a pas pleinement, je cite, c'est dans les documents, c'est dans les études environnementales, le PLUI n'a pas pleinement tiré les conséquences du constat démographique à l'aune de données actualisées, infirmant le présupposé selon lequel la sortie de la crise sanitaire allait engendrer un développement démographique positif et rapide pour le territoire. Et donc, il est assez clair que, eh bien, la production de logements hors bâti existant et hors enveloppe urbaine, dans Creuse, c'est-à-dire en extension, ne semble pas, c'est encore ce que dit le rapport de présentation, c'est en page 19, je sais que Jean-François Aluz l'avait soulevé en s'indignant un peu que le cabinet donne son avis, mais je pense que c'est pas que son avis, c'est la réalité, c'est que cette production de logements donc en extension ne semble pas être en cohérence avec la liste des terres agricoles et naturelles dont le classement en zone constructible est envisagé. Et donc, on serait sur une consommation foncière de 159 hectares, dont 56 hectares en extension hors construction agricole. Autre problématique qui est importante et qui fragilise juridiquement le PLUI, qui nécessite d'être revu au plus vite dans le projet final, c'est la non prise en compte précise de la consommation foncière des stécales. Les stécales, c'est notamment des parcelles qui sont fléchées spécifiquement, soit pour des équipements, soit
pour des bâtis agricoles qui changent de destination et qui ont vocation, par exemple, à devenir de l'hôtellerie et à s'agrandir ou à construire des équipements d'agrément autour de ces bâtiments. Et c'est 288 hectares de stécales qui sont listés dans le PLUI, donc c'est pas neutre du tout. C'est très important de pouvoir permettre ces règles adaptées autour de hameaux et nous souhaitons d'ailleurs que la zone d'Ornay à la sortie d'Autun soit considérée également comme stécale, en plus de celles qui existent déjà. Je pense à la SPA, je pense à d'autres. Néanmoins, il faut prendre en compte leur consommation foncière au regard de la consommation totale permise par les normes supérieures auxquelles nous devons nous conformer. Il y a donc, c'était mon deuxième point, un calcul précis des surfaces ouvertes à l'urbanisation qui n'a pas été complètement détaillé, puisqu'il n'a pas été choisi de faire ce PLUI sur la consommation foncière à la fois globale et par commune, avec un détail avant-après qui nous aurait bien éclairé et peut-être encore plus laissé perplexe par rapport aux choix d'urbanisation qui sont faits. Sur la question de la définition des zones humides, c'est une question qui irrigue, sans jeu de mots, l'ensemble du PLUI, puisque nous avons parfois des parcelles où les zones humides sont précisément délimitées, et d'autres fois des parcelles, je pense à Pont-l'Évêque, où sur 3 sondages pédologiques, nous avons un reclassement total de la parcelle en zone humide. Alors on nous indique qu'au moment du permis de construire, il y a une définition plus précise qui est faite avec des cabinets environnementaux. Néanmoins, il n'y a rien de tel pour décourager des investisseurs ou des porteurs de projets publics que de mettre un gros panneau « Attention aux zones humides » avec une surcompensation de 400%, quand en réalité l'ensemble de la parcelle n'est pas une zone humide. Quatrièmement, il y a des erreurs de zonage qui sont à rectifier. Je ne doute pas que l'enquête publique permettra de les rectifier, notamment à Pierrefitte et au Chaumotte, des parcelles où sont installées des entreprises commerciales ou artisanales qui ont été reclassées à la différence du PLU d'Autun existant et en vigueur comme zone naturelle. L'ensemble du quartier de la Gentois autour du temple de Janus et la Clé des Champs également qui ont été classés en zone naturelle et ainsi que toutes les maisons à l'est de la route de Dijon qui sont des endroits bâtis, construits et qui ont vocation à rester dans une enveloppe urbaine. Il est nécessaire également de pouvoir faire évoluer le zonage de l'ancien centrale téléphonique ex-usine à gaz et de plusieurs grandes parcelles à la verrerie qui nous semblent inadaptées. Étendre la stécale de la SPA et également à Ornay, créer une nouvelle stécale, j'en ai dit un mot. Requalifier les parties N de la Griotière, donc c'est hors zone humide, là il y a des zones humides qui sont incontestables, elles sont dans notre atlas de la biodiversité d'ailleurs, l'atlas communal de la biodiversité, mais les parties non humides de la Griotière devraient être en UC4, donc en unité constructible, et non pas en zone N, puisque nous avons là une dent creuse typique qui faisait précédemment, dans le PLU actuel, l'objet d'une OAP. Enfin, nous avons, je poursuis, mais nous avons une interrogation sur la bande d'inconstructibilité au droit des remparts, notamment de part et d'autre du percement de l'avenue de la République, qu'il est nécessaire de justifier pour savoir si 15 mètres est suffisant ou si une extension à 20 mètres ne serait pas plutôt nécessaire, et que cette zone non édificandie, donc cette bande d'inconstructibilité, soit élargie à l'ensemble des remparts. Ça nous évitera à l'avenir que nous puissions, enfin c'est peut-être pas nous, mais que soient autorisés des ouvrages de type piscine au droit, ou en tout cas à moins de 20 mètres des remparts, toute relation avec des établissements construits de ce type ayant affecté la stabilité des remparts étant évidemment fortuite. Alors, dans les... je vérifie que c'est assez exhaustif ce que nous avons dit.
Donc les stécales, il y en a une, pardon, j'avais également, je précise, et elles nous vont bien. Il y en a une pour les activités du centre équestre, une pour l'extension du cimetière de Ménincourt et une à la SPA. Donc il est demandé d'agrandir celle de la SPA puisque la SPA va devoir réfléchir à son implantation. Il y a également d'autres aires qui nous vont bien de stécales, ajoutées pour orner. Et puis les 2 OAP, donc celle que nous avons travaillée à Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Pantaléon au Vallon, et puis l'OAP que nous avons travaillé, j'ai dit 400%, pardon, la compensation est demandée à 200%, alors que seulement 2 ou 3 points sont des zones humides et qui correspondent, selon nos propres cabinets d'urbanisme, à des restes de fouilles archéologiques et non pas à la réalité d'une zone humide de terrain qui est lui-même non pas en fond de vallée, mais plutôt en haut de vallée, et que ces travaux auraient pu modifier le sol initial au moment des fouilles réalisées il y a quelques années. Je voulais enfin conclure par, sur le caractère restrictif, 2 derniers points. Sur le photovoltaïque, notre conseil municipal a délibéré à l'unanimité il y a quelques années pour être une zone d'accélération au titre de la loi d'accélération des énergies renouvelables pour le photovoltaïque. Or, dans le règlement proposé par la CCGAM, qui malheureusement n'a fait l'objet d'aucune discussion préalable, il est écrit que ne peuvent être construits des parcs photovoltaïques à moins de 200 mètres d'une habitation, sauf si le porteur de projet est lui-même finalement le propriétaire de cette habitation. On peut imaginer qu'il y a des endroits de la CCGAM où il y a des raisons pour ce faire. Pour nous-mêmes, nous avons un projet sur lequel nous avons délibéré qui nous semble tout à fait utile de parcs photovoltaïques autour de l'abattoir sur des terrains appartenant à la ville et qui sont inconstructibles pour des raisons de proximité avec l'abattoir, mais qui sont à moins de 200 mètres d'habitation. Et ce projet qui a été, je crois, aussi adopté à l'unanimité, qui implique la ville et 3 riverains, serait mis en difficulté par l'application du règlement du PLUI tel qu'il est proposé. Et d'autre part, d'autres projets actuels ou à venir pourraient aussi être restreints par cette règle qui va au-delà de la loi, alors que nous avions délibéré nous-mêmes pour être au maximum de ce que la loi permet. Donc c'est antinomique avec la position du conseil municipal d'Autun. Enfin, sur le foncier économique, lorsque on retranche ce besoin de construction surévalué probablement pour le logement, il reste peu de place pour le foncier économique. La zone de Saint-Forgeau est également très fortement contenue ou raccourcie à cause là aussi de points de zones humides dont on ne précise pas d'ailleurs, et ce pourrait être intéressant, dont on ne précise pas quelles sont les parcelles qui peuvent servir de compensation à la construction dans des zones humides. Ça aurait pu être intéressant parce que là aussi, finalement, il y en a assez peu. Et donc, à vouloir donner une place prépondérante à du logement et du logement en extension, on revient à finalement limiter les autres, et notamment le foncier économique. Je parle aussi de Bellevue, où là aussi il y a des questions de zones humides qui peuvent être handicapantes pour des projets de développement économique. Je crois que j'étais assez complet sur ce que je voulais vous dire. Je regarde mes notes, je regarde mes notes, puisqu'on a eu finalement assez peu de temps pour étudier l'ensemble du document, mais je crois que c'est ce dont je voulais vous faire part. Michael Guigeot. Alors, une remarque, je ne suis pas un expert du droit de l'urbanisme, loin de là, mais comment on peut en arriver là, avec autant de remarques que je partage, connaissant le processus de réunion à tout va de la communauté de communes, connaissant les prix de cabinets qui ont dû étudier tout cela, comment on en arrive en fin de processus à autant de remarques bien fondées
il faudra peut-être une autre étude. Voilà, je pense que c'est un petit peu hallucinant finalement. Merci. Alors, je ne sais pas, moi, ce que je constate, et c'est Jean-François Allus qui le disait aussi, il y a eu une phase très longue de concertation sur les orientations générales et une phase très très courte, en fait inexistante, de concertation sur le zonage, puisque, mis à part les OAP sur lesquels on a travaillé, finalement, le zonage complet, et nous, c'est pas complètement complet, puisque tout le centre-ville est exclu de ce PLUI pour le futur PSMV. Et donc, finalement, c'est ce que je disais au conseil communautaire, attendre peut-être un conseil communautaire de plus aurait permis probablement de revoir certains zonages. Sur le résultat, la ville d'Autun est engagée dans la sobriété foncière. Nous avons un intérêt à ce que l'habitat soit relativement dense, que nous résorbions les friches industrielles, les friches hospitalières, les friches commerciales, les friches locatives. Mais là aussi, il y a une divergence d'intérêt avec d'autres communes qui pensent que l'intérêt du territoire, c'est de construire en extension. Or, je le redis clairement, quand il y a besoin de produire du logement parce qu'il y a des logements qui deviennent obsolètes, parce qu'on doit démolir des T3, T4 sans ascenseur qui trouvent plus preneur dans le parc social et reconstruire des petits T1, T2 qui répondent à la demande avec des loyers modérés en centre-ville. Donc la construction est nécessaire et elle est juste et elle est justifiée quand elle répond à ce besoin qui est dans notre PLHI qui lui aussi commence à devenir obsolète. D'ailleurs, j'ai proposé que le prochain PLUI soit PLUI valant H, PLUI H, valant plan local d'urbanisme intercommunal et plan local intercommunal de l'habitat. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui sont encore sur l'illusion que la construction en extension permet d'amener des habitants, quand en réalité, en moyenne, elle déplace les habitants sur un rayon de 30 km et donc que c'est un jeu finalement non coopératif. Je pense qu'on a à réfléchir plus finement, notamment par rapport au développement industriel très important du Creusot, qui va nécessiter peut-être la construction de nouveaux pavillons, peut-être, mais qu'on doit réfléchir plus finement. Et quand je regarde les collègues, c'est l'avis du conseil municipal, mais on a quand même droit de regarder l'ensemble du PLUI. Nous, les dents creuses, c'est des vraies dents creuses, hein, c'est construit tout autour. Parfois, je regarde certains bourgs ou certaines communes où il faut être particulièrement inventif en géographie pour estimer qu'un terrain est en dents creuses, quand en réalité c'est de l'extension pure et simple. Donc voilà, je pense qu'il y a, et c'est sain et c'est normal que dans une communauté de communes on ait ces différences de point de vue. Néanmoins, comme on l'a rappelé, il y a des lois sur la consommation foncière, il y a des lois sur les hypothèses démographiques et on ne peut pas s'en abstraire complètement. Il y a un effort pour essayer de rationaliser par rapport à nos documents précédents qui étaient vraiment trop optimistes, mais on n'est pas encore dans ce que commanderait la réalité démographique. Frédéric Brochot. Tout à l'heure, quand je disais que c'était réellement trop restrictif, et je trouve qu'on fait encore de la surposition de normes. On est réellement, là, je dirais, dans le schéma de la bureaucratie française qui remet normes franco-françaises par-dessus. Quand je dis ça, tu as pris l'exemple des champs photovoltaïques ou agri-photovoltaïques, mais là on parle plus de champs photovoltaïques, des zones humides qu'on a découvertes, qui n'étaient pas avant et qui maintenant, voilà, on les met. Donc de la compensation en plus. Comment ? La hauteur des haies. Mais sur ce qui est des champs photovoltaïques, je le rappelle quand même, normalement, il n'y a pas de compensation. Et sur une zone humide, les décrets n'interdisent pas. Le décret français, pour une fois qu'il y a des choses qui vont bien des fois dans les décrets, et là, on remet encore une norme par-dessus que sur notre territoire, si c'est une zone humide, on ne peut pas faire de champs photovoltaïques pour une commune. Et que ça soit commune ou CCGAM. On le voit, le projet au terrain d'aviation qu'il y a sur les bords du terrain d'aviation, aujourd'hui, il est mis à mal. Parce que ils ont découvert, c'était changé, que la partie où c'était plus
à même de mettre des panneaux photovoltaïques, elle est plus recevable du fait qu'elle a été notée en zone humide et que c'est écrit dans les documents de la CCGAM. Je suis entièrement d'accord avec toi. La loi, on peut être d'accord ou pas, mais elle est là. Et là, je comprends pas pourquoi on va au-delà de la loi. Sur ce sujet du photovoltaïque, si on veut être dans une perspective environnementale, et pour moi, le développement du photovoltaïque, c'est aussi le développement durable, et c'est d'abord ça. Et qu'à l'inverse, un certain nombre de contributions qui ont été faites ont été un peu trop vite écartées, même si je sais que c'est pas simple, sur la gestion forestière, par exemple, où le PLUI ne dit rien. C'est assez compliqué de dire quelque chose, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelque chose de plus prescriptif. Donc moi, je comprends pas complètement le parti pris, qui est pas d'ailleurs celui des élus, c'est ça la problématique, c'est celui d'un cabinet qui décide de restreindre le photovoltaïque, décide de ne pas parler de la gestion forestière, alors que le consensus, je crois, des élus du territoire, c'est plutôt d'être favorable au développement du photovoltaïque et de l'agrivoltaïque, et d'être plutôt dans une grande vigilance par rapport à la pratique forestière. Donc ça, ce sera aussi quelque chose que nous allons annexer dans nos conclusions sur notre avis. S'il y a d'autres demandes de prise de parole. Véronique Paco. Oui, effectivement, moi je constate que ça fait beaucoup de réserves et je vous proposerai de surseoir au vote, simplement, parce que vous les avez énoncées quand même très clairement et ça fait beaucoup de choses qui sont vraiment très factuelles. Donc je vous fais cette proposition. Alors, c'est un peu l'inverse de ce qui nous est demandé, puisque il faut qu'on prenne un avis. On peut prendre un avis défavorable. On s'est abstenu pendant le conseil communautaire. On peut prendre un avis favorable. On peut prendre un avis réservé. Mais il faut d'une part tenir un débat. Je crois que ce débat a eu lieu. Alors, on annexera le compte rendu. On va annexer. Ce qui est très important, que toutes les observations Bien sûr. soient annexées. Absolument. Et que toutes les aspects techniques puissent aussi être précisés préalablement à l'enquête publique. Absolument. Donc la présente délibération, tu l'as lu, François, je crois. La présente délibération et son annexe et également le compte-rendu des débats feront l'objet d'un affichage sur les tableaux ou autres supports prévus à cet effet durant la période d'un mois. Donc nous, on va le mettre en ligne. On va mettre le compte-rendu intégral des débats aussi en ligne. Il est proposé d'abord de débattre, ensuite d'émettre un avis. Et les communes ont 3 mois. Donc d'ailleurs, c'était une des problématiques qui a été soulevée par Norbert Estienne, c'est que ça tombe mal, puisque en fait les 3 mois, c'est 15 décembre, 15 mars, et ensuite l'enquête publique commence. Donc dans certaines communes où il n'y a pas beaucoup de familles qui sont toutes au conseil municipal et où il y a des gros problèmes de zonage, ça risque d'être amusant pour les élections municipales. Mais donc il faut délibérer pour les communes avant le 15 mars et ensuite c'est l'enquête publique. Sachant que les communes peuvent, en tant que personnes publiques associées, peuvent également contribuer pendant l'enquête publique. Donc on va annexer le compte rendu intégral et ensuite il faut émettre un avis, donc on propose un adjectif. Ça peut être un avis enthousiaste, un avis favorable, un avis réservé, un avis défavorable, un avis très défavorable. C'est ensuite transmis, non pas au commissaire enquêteur, on est tellement sur quelque chose de compliqué, c'est transmis à la commission d'enquête qui ensuite doit l'intégrer. Ce qui est très intéressant, parce que c'est pas seulement des paroles, c'est que l'État, au moment de l'arrêt du PLUI, et s'il y a un contentieux, et moi j'estime, et je ne suis pas le seul puisqu'on a analysé juridiquement aussi le PLUI, qu'il y a des risques forts de contentieux qui fassent tomber l'ensemble du PLUI. Mais en tout cas, si l'avis des personnes publiques associées et l'avis des communes n'est pas pris en compte dans le PLUI, ça peut également le fragiliser juridiquement. Mickaël, tu voulais ajouter quelque chose ? Juste pour être sûr. Donc, la première, il y a 2 votes. On vote sur le PLUI, si on est d'accord ou pas, ou on s'abstient. Et ensuite... Non, on vote, le PLUI, il a été arrêté. Il a déjà été arrêté par le Conseil communautaire. Le Conseil communautaire l'a adopté à 42 pour, 6 abstentions, 6 contre et le reste des abstentions. Ils auraient dû faire autrement. Nous, on s'est abstenu. Enfin, c'était à vote à bulletin secret, mais en tout cas, on a indiqué de notre position qu'on s'abstenait. Ça a été un débat assez long avec comme réflexion ou comme balance de dire
de dire est-ce qu'il faut l'améliorer avant de le voter ou est-ce qu'il faut le voter et l'améliorer ensuite. Bon, voilà, ça a été ça finalement l'enjeu. Et il y a eu une majorité de collègues pour dire on s'arrête là-dessus, même si je reprends les mots de Louis Badevant, même s'il n'est pas parfait, il vaut mieux un moment fixer les choses et travailler dessus. Et notre avis était plutôt de dire il est quand même très imparfait, donnons-nous encore un peu le temps de la réflexion, on n'est pas pressé, je crois qu'il y a encore un conseil communautaire d'ici les élections, on aurait pu en 2 mois et demi retravailler les choses pour présenter une copie qui soit plus acceptable. Bon, aujourd'hui, c'est pas le document final puisque commence uniquement la phase d'enquête publique. Voilà les enjeux, mais, et je dis globalement, pour ceux qui seront en responsabilité, il y a un vrai enjeu sur le document final. Et aujourd'hui, il faut que ces observations soient prises en compte, parce que sinon, il ne sera effectivement pas dans l'intérêt de la ville d'adopter un PLUI qui n'aurait pas été amendé au vu de ce qu'on vient de se dire. Donc, il est proposé d'émettre un avis, je te laisse la parole Roger juste après, ensuite de formuler les observations qui seront annexées. Les observations, c'est le compte-rendu intégral des débats qui sera annexé, et donc et de préciser enfin que la délibération et son annexe seront transmises au Grand Autunois Morvan, afin que l'avis soit intégré au dossier de PLUI, puisque l'intérêt de délibérer dès maintenant, c'est que notre avis est intégré à la consultation publique, et que nous pouvons encore émettre des avis dans le cadre de l'enquête publique en tant que personne publique associée. Donc on sera dans le dossier, l'avis, le compte-rendu intégral des débats, sera dans le dossier du PLUI, et ensuite, et puis effectivement, sera transmis à la CDPNAF, à l'autorité environnementale, à l'État, etc. Et chacun des conseillers, d'ailleurs à titre individuel, peut aussi faire une contribution sur ce PLUI. Roger, tu voulais dire quelque chose? Ensuite, je propose de... dire les choses que tu viens d'expliquer. Je crois que c'est difficile, si vous êtes abstenu au conseil communautaire, d'avoir un avis différent au conseil municipal. Ah ben, t'as raison, complètement, d'ailleurs. C'est quand même assez contradictoire. C'est ça. Et puis pour voter, moi je vois pas comment, avec toutes ces incertitudes que tu as annoncées, tous ces points, je vois pas comment on peut se prononcer sur la validité de ce projet. Donc l'idée c'est... Pour le PLUI, il peut y avoir un nombre, je suis plus dedans, mais il va participer, c'est quand même plus de 10 ans que ça dure. Ah oui. Hein? Ah oui, c'était l'argument. Ça fait plus de 10 ans que ça dure, et puis avec Marie-Claude Barnet sur ce mandat, ça fait tout le mandat. Oui. Et donc certains ont dit, voilà, on a payé plus de 600 000 euros de cabinet d'études. Oui. Ah bah oui. Michael a fait une crise cardiaque. Y a-t-il un médecin dans la salle? On a une infirmière, je sais, là-bas. Ce que disait Michael, c'est vrai que le pognon qu'on a mis avec ces cabinets, et en plus c'est eux qui décident sur ce qui doit être construit et pas construit, c'est quand même pas logique, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il est... logique. Donc moi je pense que pour l'Assemblée, là, on doit suivre... Non, mais c'est lourd aussi. Il faut diviser par 55. Ça fait 10 000 euros par commune, quoi. Bon. Mais non, mais bon. Aujourd'hui, le Conseil communautaire a approuvé l'arrêt du projet, ce qui signifie que le projet augmenté des avis des communes publiés pris dans les 3 mois seront soumis à enquête publique. Donc voilà, on en est là. Les collègues ont dit qu'à un moment, il fallait arrêter de réfléchir et qu'il fallait commencer à travailler sur une base. Donc c'est sur cette base. Et donc nous, ce qui est proposé, c'est d'émettre un avis réservé et de lister l'ensemble des réserves qui sont celles que l'on vient d'évoquer et qui seront annexées. Voilà, évidemment, je ne vous proposerai pas un avis favorable alors qu'on s'est abstenu sur le... Sur ce sujet, l'intérêt de la commune d'Autun et des petites communes, de la communauté de communes, n'est pas du tout le même. C'est ça le fond du problème. Exactement. Pas du tout le même. Non, je ne vois pas pourquoi on tiendrait compte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Il faut en tenir compte, mais pas que ce soit quand même prioritaire par rapport à la ville d'Autun. Aucun rapport. Voilà, sur la ville d'Autun. Nos projets qui sont en cours ou qu'on souhaite développer, ils ne se développeront jamais dans Château-Chinon, mais... Oui. Alors, on a travaillé quand même avec le cabinet, on a bien travaillé, tu as travaillé aussi avec Françoise et le groupe de travail de la ville sur le PLUI, pour que nos projets de développement de village, d'extension de gendarmerie, d'encreuse, etc., soient possibles. On n'a rien qui est rendu impossible par le PLUI. D'autre part, il y a des choses, notamment sur des stécales,
je pense au Renaudio, je pense à la SPA, etc., qui n'étaient pas possibles précédemment et qui sont rendus possibles par le PLUI. Là où effectivement il y a un enjeu, c'est il ne faut pas que ce qui s'est passé les décennies précédentes, c'est-à-dire qu'une périurbanisation débridée, conduisent à une dévitalisation de la ville-centre. Et qu'il faut qu'on ait quelque chose qui soit cohérent avec le besoin de développement des communes périphériques, avec le besoin de desserrement des ménages, avec le renouvellement du parc face à l'obsolescence des logements, mais qui soit cohérent et qui, effectivement, fasse qu'on ne consomme pas trop d'espace agricole et que le développement global de la CCGAM ne soit pas défavorable à la commune, sachant qu'on a tous intérêt à ce que le territoire se développe. Et effectivement, j'entends aussi ce que disent les collègues. Le maire de Tintry, par exemple, il a une dent creuse, il a des gens qui veulent s'implanter, qui veulent construire, qui sont peut-être médecins, qui sont peut-être architectes, qui ont peut-être des... Et donc, lui, s'il a un beau petit village, s'il peut pas accueillir une seule personne, bien à un moment, son village c'est compliqué, et en plus, on se priverait peut-être de gens qui n'auraient voulu construire qu'à Tintry. Donc, je suis pas contre la construction dans les petits villages, mais pas 105 logements par an et plus de 600 logements sur 6 ans. Ça c'est déraisonnable, c'est ce que je dis, et c'est là-dessus qu'il faudra retravailler les hypothèses clairement. Ce qui est dommage quand même, c'est que ce système, ça a 10 ans qu'il a été mis en place, et c'est que ces dernières années que les gens s'en préoccupent, quoi. Ils sont un peu... Tu te souviens, nous on s'était préoccupé lors du à la fin du dernier mandat, puisqu'on avait dit attention, le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui conditionne, ou qui est un rapport de compatibilité avec le PLUI, qu'il était précipité de l'adopter en fin de mandat. Et c'est vrai que ça a mené à ce qu'il soit entièrement repris. Ça a fait perdre un peu de temps. D'autre part, les lois ont changé. Il y a eu la loi ZAN. Troisièmement, l'agence d'urbanisme qui avait été sélectionnée a fait faillite. Donc on a quand même eu, la CCGAM a quand même eu pas de chance sur pas mal de choses. Bon, c'est pour ça qu'à un moment les élus ont dit, on y est presque. On propose de l'arrêter là. Nous, on dit on aurait pu attendre 3-6 mois de retravailler un petit peu. Bon, le choix a été fait. On s'y est pas opposé parce qu'on joue vraiment le jeu de l'intercommunalité et la ville d'Autun n'a pas pour vocation à bloquer le consensus majoritaire sur la CCGAM. Néanmoins, on met et en plus, d'autant plus que c'est pas un vote définitif, c'est qu'on ouvre une période de consultation. Donc nous, on dit attention, on va pas bloquer. En revanche, on va contribuer. Et donc c'est ça le sens de la contribution. Si vous êtes d'accord, je vous propose d'émettre un avis réservé, de lister l'ensemble et avant transmission, on vous l'enverra à l'ensemble des conseillers puisqu'on n'aura pas de conseil d'ici là, mais on fera passer le compte rendu avant qu'on le transmette en préfecture et à la CCGAM à l'ensemble des conseillers qui sont exprimés et donc d'être très vigilant et de nous souhaiter une année productive avec soit au conseil municipal, soit à titre individuel, soit dans des associations diverses et variées pour pouvoir contribuer et faire en sorte que dans un an, la CCGAM propose au conseil communautaire un document qui soit beaucoup plus solide, beaucoup plus actualisé. Et je suis sûr, parce qu'on a quand même des services urbanisme, je vois le DGS de la collectivité là-bas qui me regarde avec des yeux noirs, je les sens dans mon dos depuis le début. Mais je voudrais saluer Adèle Carmousse, ses équipes, et notamment surtout Emmanuel Lafay, et les équipes d'Emmanuel Lafay, qui ont réussi à sortir un document pour 55 communes, c'est quand même pas rien, même si il n'est pas parfait, et qui, j'en suis sûr, auront la capacité de l'amender pour que d'ici un an, il soit absolument parfait. Tel est notre vœu. Donc je vous propose d'émettre un avis réservé et d'annexer l'ensemble du procès-verbal concernant cette délibération pour transmission aux autorités compétentes. Sur ce débat et sur ce point, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Pas de prise de parole. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions et des abstentions ? Unanimité sur cette position. Je vous remercie. Et Patrick... Frédéric Brochot. Juste sur ce sujet-là, un petit peu de complexité que l'on peut rencontrer dans les communes. Est-ce que vous avez reçu, et je n'avais pas fait attention dans mes mails, je l'avais reçu, la motion de soutien de l'AMF, l'Association des maires de France ça a dû être envoyé vendredi après-midi, motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes.
C'est d'actualité, oui. C'est d'actualité. Et, si jamais, parce que ça passe dans les conseils, ils approuvent cette motion. Et, attends, c'est sur les. Si je me trompe pas, on a reçu il y a 3 jours du président de l'AMF, à l'issue du congrès. Liberté locale. Surtout les garanties juridiques et financières. À l'heure où le budget est encore en discussion, le projet de texte sur la décentralisation est en cours d'élaboration. Ça, c'est le Premier ministre qui le souhaite. Il est utile de poursuivre cette mobilisation collective en faveur de la liberté locale et de nos propositions. Et donc, le lien de la motion de soutien pour la liberté locale et moyens d'agir des communes. La liberté locale est la condition. Donc, je vous propose de considérer qu'on a voté le PLUI et puis de parler de cette motion, enfin, de voter notre avis réservé. Et donc, d'attirer notre attention, comme vient de le faire Frédéric Brochot, sur cette motion de l'Association des maires de France à laquelle nous adhérons. La liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par un État toujours plus centralisateur qui ne se réforme pas. Ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris des finances publiques. À l'occasion du 107e congrès des maires, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunautés a lancé un appel à la liberté locale à partir de principes qui en garantissent l'effectivité ainsi que des propositions concrètes. La commune 2 a complété, partage ses propositions pour donner immédiatement du pouvoir d'agir aux communes et aux intercos par la libre administration des collectivités qui implique de renoncer à toute tutelle de l'État ou d'une autre collectivité, l'autonomie financière et fiscale dont la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres doit être prépondérante dans les ressources des collectivités, et la subsidiarité qui confie par principe à l'échelon le plus proche du citoyen le pouvoir de décision. Pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation des compétences entre collectivités d'une même catégorie. La commune s'oppose à toute mesure qui conviendrait à ces principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune soutient les propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local pour adapter des textes aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a eu un débat, puisque si on rejette toute différenciation, c'est quand même un peu compliqué en même temps de proposer un pouvoir réglementaire local, mais c'est un débat un peu philosophique. Un moratoire sur toute nouvelle contrainte qui réduirait les moyens d'action des communes, une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commande publique, afin de débloquer les projets, faire qu'un projet devrait être plus simple, plus rapide et moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Enfin, le pouvoir d'agir implique des moyens. L'État doit tenir sa parole. Dans le projet de budget présenté pour 2026, cela impose la suppression du DILICO qui ne devrait être instauré que pour un an, mais qui ne devait être instauré que pour un an, mais qui serait finalement reconduit et aggravé. Bon, je ne sais pas ce qu'a voté le Sénat tout à l'heure. La suppression de la réduction de la compensation des impôts économiques supprimés, qui avait pourtant été annoncée comme garantie à l'euro près. Je ne sais pas si ça a été maintenu. La suppression des modifications du FCTVA qui doit demeurer un remboursement, ça je crois que ça a été maintenu. La suppression des coupes budgétaires envisagées dans la mission Outre-mer, j'avoue ma méconnaissance du dossier. La suppression du gel de la DGF et la baisse des crédits dédiés aux collectivités, je ne sais pas ce qui a été voté non plus pour l'instant. Et la suppression de l'augmentation des cotisations CNR-ACL, ça nous a bien plombé l'an dernier, qui n'est pas le seul moyen de rétablir son équilibre financier. Les communes et intercommunautés ont démontré leur solidité au cours de ce mandat et face à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur ses missions essentielles. À l'heure où le pays traverse une nouvelle crise politique et budgétaire, il est urgent de régénérer l'action publique et la démocratie locale par la liberté et la confiance. Je pense qu'on peut être complètement d'accord sur l'esprit général. Ensuite, je pense qu'il faudrait l'adapter à ce qui vient d'être voté au Sénat ou pas sur le budget. Mais c'est sûr que ce que dit David Lisnard sur la complexité, et le PLUI, c'est le summum de la complexité, est tout à fait juste. Tu voulais rajouter? Je pense que par rapport à ce qui est en train de passer au Sénat, ça ne doit pas être voté encore au Sénat. Parce que ça a été envoyé donc vendredi après-midi, ce qu'on a reçu, et en sachant que quasiment l'ensemble des conseils municipaux se tiennent sur cette semaine ou plus tard, début de semaine prochaine, je pense que oui, il serait peut-être... après, c'est rajouté, je n'avais pas fait trop attention non plus, moi. Est-ce qu'on peut l'approuver ou pas? Alors, je regarde parce que c'est un sketch d'avis parlementaire, mais ça a été adopté à 17h10, finalement. Non, mais ce que je vous propose éventuellement, c'est de prendre, de proposer la première partie qui rentre pas dans les détails des dispositifs budgétaires, parce que ce serait un peu... et moi, j'ai pas encore lu ce qui a été voté... mais
jusqu'à réduction des normes et allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme, puisque c'était le sujet, et de commande publique, afin de débloquer les projets, faire qu'un projet devrait être plus simple, plus rapide, moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans, et pourtant c'est l'inverse qui se produit, et d'adopter, de voter sur cette mention, j'en suis tout à fait d'accord, et je crois que c'est une position qui est importante au sein de l'AMF, et donc de proposer d'adopter cette motion de soutien proposée par l'AMF, jusqu'en gros à la moitié avant les considérations sur le PLF. Si vous en êtes d'accord. Oui. Oui, et puis regardez si jamais dans les autres lignes, s'il y a des lignes qui peuvent être sur ce qui est voté ou pas au Sénat, si on peut les... Alors il faudrait faire travailler Adel Carmous pour qu'il nous fasse la comparaison, mais il adore ça, hein, il fait ça le week-end, entre les mesures votées au PLF et les mesures présentées dans la motion. Comme il faut délibérer en conseil municipal sur un texte précis et qu'on ne peut pas amender ex post, je vous propose la motion de l'AMF. Donc ça serait une délibération rajoutée, Laurence. La motion de l'AMF sur la liberté locale et les moyens d'agir des communes, telle qu'elle a été, je vous le renvoie, Laurence, mais je pense que vous en aviez été destinataire, telle qu'elle a été proposée jusque là où il parle d'urbanisme, parce que c'est là où effectivement on rentre dans ce qui est le plus ubuesque, et ceux qui nous suivent depuis 18h30 et qui sont encore vaillants doivent avoir un mal de crâne à la complexité des procédures qu'on nous impose, notamment les procédures d'urbanisme et de commande publique. C'est encore un autre sujet, mais qui aussi, là aussi, a évolué défavorablement en termes de complexité depuis 20 ans. Donc de garder la première page jusqu'au mot, c'est l'inverse qui se produit. Si ça vous va, Laurence, je vous ai transmis le texte. Juste oui, Monsieur le maire, juste Véronique. une petite remarque. Oui, c'est une motion qui est très institutionnelle. Et si on pouvait peut-être, pour la coller un petit peu plus à la réalité, mettre quelques exemples concrets en matière de maintien des services ou enfin quelque chose de ce style, ce serait forcément bienvenu pour nos concitoyens. Alors je comprends, mais le conseil municipal doit statuer sur des motions qui sont rédigées. Donc là, on peut prendre la moitié de celle de l'AMF. Si on se mettait à re-rédiger, effectivement, on pourrait améliorer par rapport à ce qui était voté au PLF, mais ce serait un peu complexe. Je propose de rester... Hein ? On peut pas modifier, voilà. Il aurait fallu retravailler. Ça peut être un des devoirs de vacances pour ceux qui nous succéderont, de pouvoir retravailler sur cette notion de l'AMF, mais je propose d'en garder l'esprit de la liberté locale. Et comme le dit Tocqueville, les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à la portée du peuple. Sur cette motion de l'AMF sur les libertés locales, tronqué jusqu'au mot produit, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On la transmettra à l'AMF départementale, à l'AMF nationale, ainsi qu'à la sous-préfecture. Je vous propose, parce qu'il fait visiblement très chaud, à tel point qu'on ouvre les fenêtres et que Lilou a du mal à fermer la fenêtre, de faire une petite pause pour aérer la salle. Nous sommes au rapport 14 et il nous reste 28 rapports.